Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Comment ça se passe du côté de Radisson pour le One Forest Summit? Ça se passe bien. Hein. Hier, nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture et aux différents panels qui se sont dans le même temps par la suite ouverts. On a aussi assisté à 2 signatures importantes, une entre l'État français et le gouvernement gabonais concernant le financement pour la réhabilitation de la décharge à ciel ouvert de Mindoubé. Et il y a un deuxième partenariat signé entre le ministère de l'Environnement du Gabon et celui du Royaume-Uni sur aussi les questions de financement de la préservation de nos forêts. D'accord. Donc les panels vont continuer ce matin. Ensuite, il y aura aussi les conférences des ministres et en fin d'après-midi, il y aura une restitution auprès des chefs d'État et ce sont eux qui, par la suite, vont clôturer ce sommet One Forest Summit. D'accord, ok. Le brin d'histoire nous emmène combien d'années en arrière? Bon, on va pas loin, on va 54 ans en arrière, on va parler d'aéronautique puisqu'on part précisément le 2 mars 1969, nous sommes le 2 mars aujourd'hui, et le 2 mars 1969 avait eu lieu le premier vol du premier avion commercial supersonique, le Concorde. Ouais, le Concorde. Voilà. Alors, il faut savoir que l'idée même du Concorde commence le 29 novembre 1962, lorsque la France et le Royaume-Uni vont signer un accord de coopération qui visait notamment à réaliser en commun un avion supersonique de conception, un avion supersonique non militaire et à usage commercial. Et donc, le projet a été confié à 4 entreprises, 2 britanniques et 2 françaises. Les 2 entreprises françaises étaient notamment Sud Aviation. Alors, Sud Aviation va par la suite rentrer dans le consortium qui permettra qui va constituer Airbus. Et puis, on avait aussi une partie de l'avionneur français qu'on appelait Caravelle. Caravelle aussi qui a par la suite été absorbé par le projet Airbus. Et puis, du côté britannique, on avait la British Aircraft Corporation qui avait le rôle notamment de fabriquer la carlingue, une partie de la carlingue, et évidemment les réacteurs qui devaient être utilisés par cet avion-là, les réacteurs étant réalisés par Rolls-Royce et également la Snecna, qui est aussi une entreprise française. Et donc, le choix de réaliser un avion supersonique à usage commercial vient du fait que déjà, il fallait trouver une concurrence au projet de gros porteur américain qui était le Boeing 747. Donc, il y avait une volonté à l'époque, c'est plus comme maintenant où les Européens ne concurrencent plus tellement les Américains comme avant, mais à l'époque, là on est au début des années 60, il y a une vraie concurrence dans l'aéronautique et surtout il y a un bouleversement en matière de transport. On a le ciel qui se démocratise, notamment dans les pays riches et industrialisés, et donc l'avion devient un moyen de plus en plus utilisé par les gens. Et donc, de ce fait, on veut offrir... de ce fait, il va y avoir, si tu veux, deux pistes étudiées à la fois par les Américains, pas à la fois, 2 pistes dont, disons que les Américains et les Européens vont prendre 2 directions différentes. Les Américains vont privilégier le transport de masse, c'est-à-dire mettre en place des avions qui auront la capacité de transporter un plus grand nombre de passagers vers des destinations lointaines. Tandis que les Européens, eux, ils vont plutôt faire le choix de choisir la rapidité. Donc, mettre en place des moyens de transport qui soient extrêmement rapides et qui permettent de raccourcir les durées de vol. Par exemple, Paris-New York, pour lequel, dans un avion normal à l'époque, il fallait 7 heures. Grâce au Concorde, on faisait 3 heures. Donc, des fois, des gens avaient le temps d'aller à New York le matin et ils revenaient dans l'après-midi. C'est vraiment dire la différence de stratégie de la part des Américains et des Européens à l'époque. Et donc,
pour mettre en place cet avion cet avion rapide, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir aller le plus vite possible. Et donc, on est au début des années 60. On a déjà une technologie qui permet de dépasser le mur du son grâce à la mise en place de ce qu'on appelle des réacteurs des appareils, enfin on a des moteurs à réaction, et dans les réactions on a aussi découvert ce qu'on appelle la post-combustion, c'est-à-dire que le carburant il est d'abord brûlé une première fois et la production de cette énergie en la mettant encore, en réchauffant encore si tu veux le premier carburant qui est brûlé, eh ben, on permet d'avoir une deuxième combustion, donc une deuxième production d'énergie. Et c'est grâce à ces moteurs à post-combustion que notamment on a permis à concevoir des avions militaires qui étaient en capacité de dépasser le mur du son, c'est-à-dire aller à plus de 340 mètres par seconde, ça fait à peu près 1224 km/h. Donc, c'est grâce à cette technologie-là de la réaction post-combustion qu'on est parvenu à mettre à créer ce type d'appareil-là. Et donc, les Français et les Britanniques vont faire le choix, non pas de privilégier le transport de masse comme les Américains, ils vont donc essayer de se démarquer et ils vont choisir de faire un transport qui soit basé sur la rapidité avec la possibilité de raccourcir les temps de transport entre des points qui sont relativement très éloignés. Et donc, c'est ainsi que le 29 novembre, comme je l'ai dit, 1962, il y a cet accord qui est signé entre les Britanniques et les Français. Et donc, dans un premier temps, ils vont choisir de mettre en place un avion qui transporte très très peu de personnes. Il y avait environ une vingtaine de personnes. Et puis après, ils vont se dire que si on veut en faire un usage commercial, ce nombre de personnes de passagers est trop faible pour pouvoir en tirer une véritable rentabilité. Et donc, ils vont décider de faire un quadriréacteur long courrier de 120 passagers. Mais ce choix-là va bien entendu avoir des conséquences sur le coût du programme qui va être multiplié par 7 entre 1962 et 1973. Et donc, 2 prototypes du Concorde vont être construits en même temps. Le prototype 001 sera construit en France et le 002 sera construit, bien entendu, en Angleterre. Et donc, le Concorde 001 va réaliser son premier vol au-dessus de Toulouse le 2 novembre 1969. À ses commandes, il y avait évidemment un pilote chevronné qui s'appelait André Turca. Lui, il était déjà pilote d'essai à Caravelle et il va aussi être pilote d'essai sur Concorde entre 1964 et 1976. Et donc, il va, pour la première fois, dépasser le Concorde, pour la première fois dépasser la vitesse du son, donc atteindre Mach 1 le 1er octobre 1969, puis Mach 2 le 4 novembre 1970. Mais évidemment, très rapidement, le Concorde va être critiqué sur sa valeur commerciale, mais derrière cette critique-là, en réalité, il y avait une volonté aussi de la part des Américains qu'ils avaient vu d'un œil extrêmement dangereux l'arrivée de cet avion-là qui aussi mettait en avant une certaine qualité de la technologie européenne. Donc, il ne fallait pas, pour les Américains, il était inacceptable que l'on puisse dire que les Européens avaient mis en place un appareil qui technologiquement pouvait être considéré comme étant au-dessus des appareils construits par les Américains. Et donc, malheureusement, ils vont jouer sur les faiblesses du Concorde pour essayer de torpiller le projet commercial. Parce que si le Concorde fonctionnait, il est clair que beaucoup d'entreprises allaient l'acheter et donc ça pourrait s'avérer être un concurrent pour le Boeing américain. Donc, il fallait absolument tout mettre en œuvre de la part des Américains pour empêcher que ce projet de Concorde ne devienne un véritable succès commercial. Et donc, ils vont regarder l'appareil et ils vont très vite se rendre compte qu'il y a 2 éléments sur lesquels ils peuvent taper dessus. C'est le premier élément, c'est d'abord la consommation en kérosène. À l'époque, les réacteurs post-combustion consommaient énormément de kérosène. Et puis, deuxièmement, c'est la pollution sonore. C'est un appareil qui émettait énormément de bruit. Et puis, il y a un troisième élément qui va, malheureusement, c'est un élément dû au hasard, qui va faire qu'en réalité, le Concorde va arriver au mauvais moment sur un plan de vue historique parce qu'il va y avoir le premier choc pétrolier de 1973 et de ce premier choc pétrolier-là, on va avoir le prix du pétrole qui va flamber et donc cette flambée du prix du pétrole va faire qu'en réalité, d'un point de vue de la rentabilité, eh ben, on ne pouvait pas utiliser un avion qui consommait autant de carburant parce que c'était pas possible. Et donc malheureusement, c'est ce qui va faire que lorsque cet avion va être pour la première fois
commercialisé, donc lorsque son premier vol commercial va être réalisé le 21 janvier 1976, en fait, à partir de 1973, le projet, entre 73 et 76, le projet va être en quelque sorte bloqué pour ces deux raisons-là, parce que ça va pousser les ingénieurs à réfléchir sur la manière de pouvoir à la fois jouer sur la pollution sonore et jouer sur la consommation de carburant. Et c'est ainsi que ça va retarder encore de 3 ans la sortie du Concorde. Et donc, ce n'est que le 21 janvier 1976 que le Concorde franco-britannique va transporter ses premiers passagers entre Paris et Rio de Janeiro pour celui qui est du Concorde français et de Londres vers Bahreïn pour ce qui est du Concorde britannique. Il faut savoir que, bien entendu, la liaison entre... il y avait 2 Concordes, hein? Oui, les deux avaient été construits au même moment et donc sont sortis en quelque sorte, ont été mises sur le marché au même moment. Il faut comprendre que la liaison entre Paris et New York n'a été autorisée qu'en 1977, permettant ainsi pour la première fois de relier la ville de Paris et de New York en 3h30 au lieu de 7 comme c'était à l'époque. Mais il faut aussi comprendre, comme je l'ai dit derrière, que le fait que l'on ait retardé de près d'un an l'autorisation de circulation du Concorde vers les États-Unis, c'était aussi un moyen pour les Américains de retarder au maximum la possibilité pour les compagnies aériennes européennes de rentabiliser cet avion-là et de montrer, si tu veux, à l'ensemble du monde que c'est un avion qui, commercialement, on pouvait en tirer véritablement un profit. Il y avait un profit économique avec cet avion-là. Et donc ça aussi, ça va un peu porter un préjudice à Concorde parce que le fait qu'il n'ait pas les Américains, et il faut savoir qu'à l'époque, on est dans les années 70, si tu veux, le premier marché mondial du point de vue de l'aéronautique, c'est le marché américain. Et donc, les plus gros acheteurs d'avions au monde, ce sont les compagnies aériennes américaines. Et donc, quand le gouvernement fédéral retarde d'1 an l'autorisation pour le Concorde de circuler dans le ciel américain, c'est-à-dire qu'il retarde d'1 an la possibilité pour les entreprises en fait américaines de voir quelle est la qualité du Concorde, comment est-ce qu'on peut l'exploiter, quel est son niveau de rentabilité et tout ça. Et donc, en même temps, ils poussent leur Boeing 747 derrière. Et donc, les compagnies américaines vont, parce qu'elles n'avaient pas accès au Concorde, elles vont acheter massivement, si tu veux, l'avion, elles vont acheter massivement les Boeing 747 américains. Et puis, lorsqu'il y aura aussi le deuxième choc pétrolier, donc en 77, ça va complètement annihiler quasiment la valeur commerciale du Concorde. Et donc, ça va retarder aussi, une fois de plus, ça va tuer carrément le Concorde d'un point de vue commercial parce que là, toutes les compagnies vont se détourner du Concorde parce qu'elles vont estimer que, en comparaison avec les Boeing, les Boeing, certes, ne vont pas aussi vite, mais ils consomment moins et ils transportent plus de passagers. Et donc, d'un point de vue commercial, la rentabilité est bien plus intéressante en utilisant les Boeing que le Concorde. Et c'est ce qui va tuer en réalité commercialement le Concorde. Il n'y aura que 13 exemplaires qui auront été construits au total. Sur ces 13 exemplaires, il y en a à peu près, il y en a 7 qui seront français, et il y aura 7 qui seront britanniques et 6 qui seront français. Donc, du coup, il n'y aura que 2 compagnies dans le monde qui auront exploité ce magnifique avion qu'est le Concorde, à savoir... un court temps, hein? Oui, entre 1900... Ça a été exploité de 1976 à 2003. Mais il faut savoir aussi que le coup fatal, en réalité, même si d'un point de vue commercial, ce n'était pas un vrai succès, mais si tu veux, British Airways et Air France, c'était une avancée. British Airways et Air France ont quand même exploité cet avion, mais le coup fatal va se produire le 25 juillet 2000 lorsque il va y avoir un crash d'un Concorde de Air France à son décollage de Roissy, tuant les 113 passagers et membres d'équipage qui étaient à l'intérieur. Et donc, à la suite de cela, le gouvernement français va décider de suspendre les vols de l'avion supersonique. Et donc, le Concorde va effectuer son dernier vol commercial entre Paris et New York le 31 mai 2003, mettant ainsi fin à cette magnifique histoire, à cette exploitation par Air France et par British Airways de ce Concorde. Moi, je n'ai jamais compris un truc. Pourquoi le crash du 25 juillet 2000
a mis stop au Concorde alors qu'il y a beaucoup d'avions qui tombent, on n'arrête pas. Ben justement, parce que déjà, jusqu'à cette époque-là... Alors que la technologie a évolué, c'est maintenant qu'on Oui, pouvait... mais jusqu'à cette époque-là, en réalité, dans le fond, quand on regarde d'un point de vue économique et financier, en fait, les British Airways et Air France tournaient à perte sur le Concorde. Ils arrivaient, en fait, ils soutenaient le programme Concorde grâce aux vols qu'ils avaient d'autres avions, que ce soit les Airbus ou les Boeing. Mais en réalité, avec Concorde, ils maintenaient le Concorde pourquoi ? Pour une raison uniquement de prestige, pour montrer que c'est un avion européen et c'est un avion unique. Il faut savoir que depuis la fabrication du Concorde, il va y avoir des tentatives, notamment par exemple de la Russie à l'époque de l'Union soviétique et même des Américains, de vouloir mettre en place un avion qui soit concurrent du Concorde. Malheureusement, ils ne vont pas y parvenir. Bon, les Américains, parce qu'ils vont trouver que, évidemment, le projet coûtait extrêmement cher. Et pour les Russes, parce que ça va être un véritable échec. Et c'est à partir de là qu'on va commencer même à sentir que du côté technologique en Russie, enfin en Union soviétique, il y avait des problèmes qui se posaient. Parce qu'en réalité, les matériaux, les études, tout ce que l'on fait, notamment études en soufflerie pour étudier l'aérodynamique, les moteurs, la motorisation et tout ça. Donc, tout ce qu'il faut pour faire un avion, en réalité, sous l'époque soviétique, on sentait qu'il y avait des problèmes, ils commençaient à bâcler un peu les choses. Et donc, le Tupolev, c'est comme ça que ça s'appelait, va être un véritable échec puisqu'il ne va même pas s'envoler. Ils vont le concevoir, ils vont fabriquer un prototype, mais même le prototype ne va jamais s'envoler. Ouais, mais en termes de supersonique, surtout les avions de chasse, les Russes, ils sont pas cinquième. Oui, mais... Ils sont quand même deuxième ou premier. Oui. D'un point de vue militaire, oui. Mais attention, là, on parle d'un avion supersonique, civil, et donc non militaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment autre chose et qui doit avoir une utilité commerciale. Qui dit utilité commerciale, ça veut dire qu'il y a déjà un marché qui est là, c'est-à-dire qu'il y a des clients potentiels. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une rentabilité. Il faut que ça puisse rapporter quelque chose. Et donc, malheureusement, ni les Américains, ni l'Union soviétique à l'époque n'étaient parvenus à créer un avion qui soit concurrent de Concorde. Et donc, si tu veux, en termes de prestige pour la British Airways comme pour Air France, le fait que ces deux avions continuent à voler, ça donnait une certaine ça accordait une certaine fierté, aussi bien pour les Britanniques que pour les Français, la France et l'Angleterre. Et eux, ça apportait aussi un prestige pour ces compagnies aériennes-là, que ce soit British Airways et Air France. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces deux compagnies-là, soutenues aussi derrière par leur gouvernement, parce que ce sont des sociétés d'État, elles étaient obligées de soutenir cet avion-là, bien que commercialement, bien qu'étant commercialement un véritable échec. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.